Merci. Donc ça va être beaucoup, ça va voler beaucoup moins haut, hein. Je vais vous parler d'institutions beaucoup plus concrètes, précises, localisées dans le temps. Je vais vous parler des grandes écoles et des classes préparatoires scientifiques. Et je vais m'intéresser, donc vous savez qu'il y a beaucoup d'inégalités d'accès entre filles et garçons à ces grandes écoles, beaucoup d'inégalités entre les milieux sociaux d'accès à ces grandes écoles. Et ce que je vais essayer de faire, c'est entrer un peu dans le fonctionnement de ce système classe préparatoire grandes écoles. Vous savez aussi qu'on y accède principalement par des classes préparatoires. Essayer d'entrer dans ces institutions, dans leur fonctionnement, pour voir un petit peu comment se créent ces inégalités qu'on constate, une partie d'entre elles qu'on constate à leurs entrées. Je vais m'intéresser donc, en intéressant aux grandes écoles, je m'intéresse à une institution bien particulière de la méritocratie, hein, qui est perçue comme telle. En tout cas, c'est les concours d'accès nationaux, anonymes, standardisés, qui régulent l'entrée dans les institutions d'élite. Alors c'est le cas en France, hein. Nous on est focalisé sur nos classes prépa et nos grandes écoles, mais en fait c'est un principe très ancien, hein, les concours, et c'est un principe quasi universel, hein. Au Japon, il y a des concours pour entrer dans les meilleures universités à la fin de l'enseignement secondaire. En Chine, c'est pareil. En Corée, c'est pareil. En Russie, c'est pareil. Au Brésil, c'est pareil. Il y a énormément, enfin, c'est plutôt la norme que le contraire quand il s'agit de sélectionner les meilleurs, entre guillemets, les plus aptes, hein. C'est plus une aptitocratie qu'une méritocratie, pour sélectionner dans des métiers particuliers, des métiers du service public notamment, quand ils sont prestigieux. Donc pourquoi on converge vers ce type d'institution? Il y a beaucoup d'avantages, hein, qui sont assez évidents. Il y a une objectivité, une transparence des critères qu'on met en œuvre pour juger les personnes. Il y a une impartialité des procédures de notation. Donc ça évite les scandales qui de manière récurrente, arrivent aux États-Unis, hein, quand il y a des procédures plus informelles, c'est tout de suite beaucoup plus contestable, contesté. Qui, pourquoi, est-ce qu'il n'y a pas des critères cachés qu'on ne connaît pas? Donc on évite ce genre de désavantages. Davantage, pardon. Après, il y a aussi des désavantages avec les concours, hein. Ça aussi, on les connaît bien. D'abord, on veut sélectionner des gens en espérant les faire correspondre au profil qu'on cherche, hein, par exemple, dans le cas des grandes écoles scientifiques, des gens qui ont le meilleur potentiel pour devenir des scientifiques ou des ingénieurs de haut niveau. Après, il faut bien le concevoir, le concours, hein. Si le concours n'est pas conçu, donc il y a un problème de conception. Si on se base juste sur un examen d'un jour, one shot, comme disent les Anglais, il ne faut pas se tromper, parce qu'après on se retrouve avec une cohorte de personnes qui ne sont peut-être pas ceux. C'est pas toujours très évident que les concours sont bien conçus. Après, il y a quelque chose sur laquelle on travaille avec mes collègues aussi, c'est-à-dire une autre façon de prendre la méritocratie, comme le disait Pierre Michel. C'est assez dur de voir qu'est-ce que c'est que le mérite, quoi. Mais par contre, c'est plus facile de voir ce qui n'est pas du mérite. Et de manière très générale, on va dire, ce qui n'est pas du mérite, c'est la chance. C'est-à-dire la chance d'être né dans tel milieu social plutôt que dans tel autre, hein. C'est ça qu'on a tous en tête. Mais après, il y a tout un tas de chances, hein, qui structurent nos parcours. Et ça, on n'a pas trop envie que ça soit ça qui soit récompensé par nos institutions. Et quand vous vous basez juste sur un concours, le jour J et tout ça, il y a pas mal de paramètres de chance, hein, qui commencent à être de mieux en mieux connus dans la littérature, mesurés. Voilà, si ce jour-là, il y a un pic de pollution, les asthmatiques, ils vont avoir des problèmes particuliers, ils ne vont pas être spécialement reçus au concours, alors que pourtant, ils appartiennent, pour certains d'entre eux, peut-être parmi les meilleurs de leur cohorte. Et voilà, donc il y a eu un coup de chance, c'est-à-dire les concours fixent les mêmes conditions pour tout le monde, mais les mêmes conditions pour tout le monde, ça n'a pas les mêmes conséquences pour tout le monde, et selon des critères qui ne sont pas forcément ce qu'on truc. Après, il y a des facteurs plus structurels encore de la chance, c'est-à-dire que les concours, les examens, comme ça porte toujours sur une sélection des questions qui seraient susceptibles d'être posées ou pas. Donc si vous tombez sur un exercice que vous avez fait pendant l'année avec votre prof de prépa, vous allez avoir des résultats exceptionnels au concours, vous allez réussir les écoles les plus prestigieuses. Est-ce que vous le méritez vraiment par rapport à d'autres qui sont fondamentalement meilleurs que vous en aptitude mathématique et qui n'avaient pas fait cet exercice avant?
Donc il y a aussi une chance intrinsèque liée au contenu des concours, qui sont forcément un échantillon des contenus possibles des concours, et les élèves peuvent être plus ou moins chanceux avec ce qui tombe le jour du concours. Là, je vais m'intéresser à un autre aspect, un autre problème, et qui est identifié depuis longtemps. Quand vous lisez les livres qui sont écrits sur les concours qui régulaient l'accès aux positions les plus prestigieuses de la haute fonction publique chinoise dans la Chine antique, c'était déjà quelque chose qui était repéré. C'est-à-dire que tout le monde, les concours, plus ils sont difficiles, plus justement, en général, on les réserve pour l'accès à des positions d'élite. Donc c'est des concours généralement qui sont difficiles. Ils requièrent une préparation difficile, et tout le monde n'a pas accès à la même préparation. Donc il y a un problème d'accès, d'équité dans la préparation des concours. On a quelque chose de très transparent, très objectif, et on déporte un petit peu le problème des inégalités en aval ou en amont, je ne sais pas, du concours lui-même. Et de fait, en pratique, les concours ont beaucoup d'atouts, mais en même temps, on voit bien que les inégalités restent très fortes dans la réussite aux concours les plus prestigieux, en France comme ailleurs. Donc pour aller vite, moi je vais m'intéresser à une institution de concours et de préparation au concours très particulière. C'est celle qui prévaut en France avec nos grandes écoles scientifiques. Alors je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ça, vous pourrez, des observateurs extérieurs, étrangers, pourquoi se focaliser là-dessus? Donc je ne vais pas m'étendre beaucoup, je vais faire le pari, vous avez un peu une idée que c'est quand même une institution vaguement centrale dans la société française. Il y a les accès à toutes les positions économiques, nos grands banquiers, nos principaux banquiers sont issus des grandes écoles scientifiques, nos principaux capitaines d'industrie sont issus des grandes écoles scientifiques, une grande partie de nos scientifiques en économie, par exemple, tous les économistes qui ont été, ou presque, qui ont été, je ne crois pas me tromper, prix Nobel, ou qui ont été présidents de la Société d'économétrie, qui est la société savante la plus prestigieuse en économie, sont tous des IX, des ENS, sont tous issus des grandes écoles scientifiques. Donc il y a un accès, y compris nos politiques d'ailleurs. La nouvelle première ministre est une ancienne étudiante des classes prépa et des grandes écoles scientifiques. Donc c'est quand même une petite institution qui a l'air un peu désuète, ça a 200 ans, etc. Mais en fait qui continue à être la clé, le verrou d'entrée dans les principales positions décisionnaires de la société. Donc, quels sont les mécanismes qui peuvent expliquer qu'on est... Je n'ai pas le temps de vous redécrire une énième fois à quel point c'est inégalitaire, à quel point les enfants issus des différents milieux sociaux n'ont pas un égal accès du tout à l'école polytechnique ou à l'école normale supérieure, voire à l'école centrale ou à d'autres grandes écoles comme ça. Donc, il y a beaucoup d'inégalités. À la louche, on peut dire qu'il y a trois types d'endroits où elles peuvent se créer, les inégalités. Alors ceux qui sont les gestionnaires des classes prépa, eux, ce qu'ils tendent à dire, et ce qui est en grande partie vrai, c'est que les inégalités, en fait, c'est pas dans le système des grandes écoles qu'elles se créent. Elles se créent avant. Le système éducatif est un système fondamentalement d'élimination progressive des élèves issus des milieux modestes. Et donc, à l'arrivée, quand on a besoin, quand on se penche sur les lycéens qui sont des bons lycéens des classes scientifiques des lycées, là, il y a une grosse surreprésentation des enfants de cadre. Donc, les choses se jouent effectivement en partie avant l'entrée en prépa. C'est pas là-dessus que je vais me centrer aujourd'hui. Alors, je fais aussi un peu le pari que vous avez une vague idée. Je ne vais pas rentrer dans la description du système des classes prépa, pas en détail, mais les classes prépa scientifiques, c'est environ 200, un peu plus de 200 lycées, établissements qui sont spécialisés pas spécialisés, mais qui comportent en leur sein ces institutions, des classes préparatoires, c'est-à-dire où pendant 2 ans, vous allez préparer les concours les plus prestigieux, et puis pour ceux qui ont été déçus par leurs résultats à l'issue des 2 ans, la possibilité de redoubler une 3e année. J'en dirai peut-être un mot à la fin de cette possibilité de redoubler qui est assez intéressante à analyser également. Donc c'est un système comme ça qui est réparti sur tout le territoire, qui a plein d'atouts. C'est quasi gratuit. Donc il y a des classes prépa de proximité. On peut, même si on habite à Tarbes, il y a une classe prépa à Tarbes. Si on habite à Auxerre, on peut aller en prépa à Auxerre aussi.
Mais donc ça c'est le côté positif de ce système, hein, voilà, c'est pas un undergrad, prep undergrad américain où il faut payer 30 000 € par an au minimum pour se préparer à entrer à Stanford en grad study. Donc c'est vraiment quelque chose de relativement ouvert et sympathique de ce point de vue-là. Après, c'est un système aussi extrêmement inégalitaire. Le système des classes prépa, c'est-à-dire il y a une hiérarchie qui est intériorisée par les acteurs du système qui fait que inégalitaire au sens où le public d'élèves que vous allez fréquenter si vous êtes admis pas loin d'ici, à Henri IV ou à Louis-le-Grand, ça ne va pas du tout être le même public que celui où si vous êtes admis en classe prépa à Auxerre ou à Tarbes. Et donc, il y a des phénomènes qu'on peut imaginer, d'émulation, voilà, les concours, c'est quand même une culture, c'est un patrimoine aussi d'exercices qu'on se passe d'année en année dans les lycées. Donc il y a incontestablement des avantages à être dans une prépa, même si à Auxerre, je n'ai pas regardé les chiffres, hein, mais je pense que de temps en temps, il y a un gars qui réussit à aller à l'ENS ou à l'école polytechnique. Hein, c'est pas exclu, hein, ça arrive aussi, mais disons, il y a des inégalités entre prépas et des grandes inégalités d'accès selon l'origine sociale, aux prépas les plus performantes, entre guillemets. Je ne vais pas m'intéresser à ça aussi, je pense que néanmoins, ce à quoi je vais m'intéresser est un peu cousin, ce à quoi je vais m'intéresser, c'est-à-dire les inégalités au sein des prépas, nous parle un peu de ces inégalités entre prépas, mais pas directement. Moi, ce à quoi je vais m'intéresser, à partir d'une étude, d'un cas très précis, c'est ce qui se passe au sein des prépas. C'est intéressé dans ce projet parce qu'on a eu l'opportunité de recueillir des données sur une classe prépa particulière, enfin, sur un lycée particulier de prépa, donc vraiment de suivre dans le détail, plus dans le détail que ça avait pu être fait jusqu'alors, ce qui se passe au sein des classes prépa. Et ce dont je vais vous parler plus précisément aujourd'hui, c'est cette institution assez structurante dans les classes prépa scientifiques qui est d'instaurer, donc ça dure 2 ans, voire 3 ans, et c'est d'instaurer des classes de niveau à l'issue de la première année. Les meilleurs élèves de première année sont triés et sont placés dans des classes dites étoilées. De mon temps, ça s'appelait les classes primes. Les ancêtres de ces classes, c'était... Enfin, ce qui a été à l'origine de ces classes dans les années 50-60, c'était où les classes prépa étaient un peu spécialisées dans différents concours. Donc il y avait des classes différentes en fonction des concours, et progressivement, c'est devenu, enfin progressivement, pas si progressivement ça, il y a eu une réforme à partir duquel c'est devenu des classes clairement hiérarchisées au sein des lycées. Donc les meilleurs élèves à l'issue de l'année de maths sup, hein, ça s'appelle comme ça, la première année, sont admis à entrer dans ces classes étoilées. Ouais, alors les programmes en fait des classes étoilées et non étoilées en fait on prépare au même concours, hein, fondamentalement. Et d'ailleurs il y a des gens de classes non étoilées et qui chaque année, particulièrement dans l'établissement sur lequel je vais porter mon analyse, réussissent très très bien, qui vont à l'IX, à l'ENS. Mais disons qu'on passe plus de temps, on se focalise beaucoup plus massivement sur les concours les plus difficiles et les plus prestigieux quand on est en classe étoilée. Quand on est en classe non étoilée, on prépare ses concours, mais c'est un peu up to you de faire davantage d'efforts si vous pensez avoir une chance aux concours les plus difficiles. Donc là, je vais m'intéresser à ce mécanisme 3, là, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au sein d'une classe prépa particulière. On a des éléments qui montrent que ce qu'on trouve se généralise à l'ensemble des classes prépa. Moins solide, hein, on a moins d'informations pour la validité externe de ce qu'on dit, mais ça a l'air quand même de fonctionner aussi. Dans quelle mesure ces institutions au sein de régulation des scolarités au sein des classes prépa, et particulièrement ces classes de niveau, et je dirais aussi un mot de la possibilité donnée de redoubler, dont tous les élèves ne se saisissent pas de la même manière, et qui en soi donc une source d'inégalité aussi, dans quelle mesure ça explique ou pas une part des classes prépa. C'est-à-dire, est-ce que le discours qui consiste à dire, je vais donner un peu de punch politique à ce que je dis, est-ce que le discours qui consiste à dire, en fait, les classes prépa, le système des classes prépa, ça va, c'est avant que ça se passe, il n'y a pas vraiment à réfléchir sur la manière dont ça fonctionne très bien, etc. Est-ce que c'est vrai, ou est-ce qu'il y a quand même, dans le fonctionnement même de l'institution, des choses qu'on pourrait réformer ? Alors,
juste une petite parenthèse, ce dont je vais parler a à voir avec une autre question qui n'est pas les concours, va finalement avoir avec une autre grande question qui est celle des classes de niveau, c'est-à-dire est-ce qu'il est pertinent ou non, et cette question se pose dans beaucoup de pays, se pose à tous les étages du système éducatif, est-ce qu'il est pertinent ou non de rassembler des élèves en fonction de leur niveau antérieur dans des classes différentes. Ça va être aussi ça, un petit peu la question que je pose à propos des classes prépa. Donc il y a une littérature, il y a d'éminents économistes qui sont posés là-dessus. Les derniers prix Nobel empiriques ont tous travaillé là-dessus. Esther Duflo a travaillé ça dans les perspectives de développement au Kenya, dans les classes de CP du Kenya. Alors il faut bien voir les classes de CP du Kenya, c'est 50 élèves. Donc la question c'est de savoir est-ce que on les rassemble par niveau, donc c'est des classes extrêmement larges, extrêmement diverses. Elles trouvent un effet très positif en fait à instaurer des classes de niveau à cet âge-là, dans ce contexte institutionnel particulier. David Card aussi, alors lui, dans un registre différent, en expérience naturelle aux États-Unis, il a examiné l'effet des classes de niveau dans les collèges américains, collège au sens middle school, au sens nos collèges à nous, quoi. Et il trouve aussi des effets très positifs. Mais alors, quand on se pose ces questions en général dans la littérature, la question qu'on se pose, c'est est-ce que pourquoi les classes de niveau, ça intéresse les gens? C'est-à-dire, si vous faites des classes avec des niveaux homogènes, l'espoir qu'on a, c'est que les profs ils puissent s'adresser à mieux cibler leur message pédagogique. Ils ont un public moins hétérogène, et donc ils peuvent mieux découper leur message en sorte qu'ils collent bien à leur public, alors qu'il y a forcément, ce qu'on sait, c'est que quand il y a un public hétérogène, les profs, ce qu'on sait de leur comportement moyen, c'est qu'ils finissent par avoir un message qui s'adresse surtout à la tête de classe, quoi. Et donc avec des problèmes pour ceux qui sont pas dans la tête de classe. Donc ici, juste un mot sur pourquoi l'enjeu est un peu différent dans les classes prépa, et plus généralement dans le type de contexte institutionnel qui va être le mien, c'est que ici, moi, l'enjeu, c'est un enjeu de classement, en fait. Au bout du compte, les gens passent un concours. Donc l'enjeu, c'est pas tellement de savoir si les classes prépa font monter si les classes de niveau en prépa font monter le niveau de tout le monde. Parce que si elles font monter le niveau de tout le monde, elles vont rien changer au classement final des gens. Donc l'enjeu n'est pas là. L'enjeu est de savoir l'enjeu pour nous, pour savoir si elles sont source d'inégalité, va être de savoir si elles affectent différentiellement les différents groupes d'élèves, ceux qui sont initialement les meilleurs et les plus forts. Et en fait, j'ai pas le temps de trop m'attarder là-dessus. Ce qui est aussi implicitement très important, c'est de savoir si ce qui fait que vous allez être bon en maths sup en première année, et ce qui fait que vous allez être capable d'aller en classe étoilée ou pas, c'est vraiment ça qu'on cherche à mesurer au concours. C'est vraiment ça la compétence qui, in fine, va être la compétence qui fait que vous réussissez au concours. Si ce n'est pas la même chose, si je simplifie, si en fait en première année, pour aller en classe étoilée, ce qui compte, c'est vraiment votre background, ce que vous avez réussi, ce que votre lycée vous a transmis et qui va vous donner un avantage. Et qu'en fait, après, les cartes se redistribuent. C'est-à-dire que c'est d'autres compétences qui se révèlent au fil des années de prépa qui finissent par être ce qui intéresse les gens au concours. Alors, à ce moment-là, le phénomène des classes de niveau ainsi conçues va troubler, va instaurer des inégalités qui sont en défaveur de ceux qui étaient mal armés au début, qui étaient mal armés au début de leur classe prépa, soit qui ne venaient pas d'un lycée particulièrement, d'un lycée là au sens enseignement secondaire, particulièrement porté à préparer leurs élèves à l'univers très particulier des classes prépa, très compétitif, soit au contraire qui venaient justement d'un lycée où il y a déjà plein de classes prépa, où il y a quasiment déjà des classes de niveau en terminale, etc., etc. Plus il y a un hiatus entre ça, plus les choses changent en fait, plus les compétences qui sont importantes changent au fil du temps, plus je n'ai pas le temps de passer trop de temps dessus, mais plus les classes de niveau sont susceptibles. C'est ça un peu sur le plan théorique qu'on cherche à mesurer. Donc je vais vite.
Donc le cœur de notre analyse a porté sur trois cohortes d'élèves dont je vais vous parler, là je vais vous montrer les chiffres là-dessus, 3 cohortes d'élèves qui ont été admis en maths sup, hein, ça s'appelle MPSI, une forme de maths sup la plus répandue, hein, c'est ceux qui sont spécialisés en maths physique. Donc on a 3 cohortes d'élèves qui sont entrés en 2011, 2012, 2013 dans cette prépa, je ne vais pas la nommer, hein, mais c'est une prépa très prestigieuse, hein, qui a d'excellents résultats. Dans cette prépa, pour ce qui est de cette filière maths physique, vous avez 2 classes de sup, et puis après 2 classes, une étoilée, une pas étoilée. Et la classe étoilée, en gros, hein, je vais vous montrer rapidement comment ça se partage. La moitié supérieure de chacune des classes de maths sup va en classe étoilée, la moitié inférieure va en classe non étoilée. Donc c'est vraiment assez clairement, assez brutalement des classes de niveau en fonction, à nouveau, un critère assez méritocratique, en fonction de vos résultats scolaires, aux devoirs surveillés qui ont eu lieu pendant la première année. Voilà, donc vous avez des classes de niveau en deuxième année. Et moi, la question que je vais me poser, c'est la question suivante. Cet accès... Alors, peut-être un truc quand même que je répète, c'est que là, y compris quand on se centre sur une classe, un lycée de classe prépa particulier, avec des gens qui ont été admis, on a comparé leurs dossiers d'admission, des dossiers d'admission tout à fait similaires. Quand vous regardez les résultats au concours in fine de ces cohortes, quand vous comparez ceux dans ces cohortes qui étaient des boursiers avec ceux qui n'étaient pas des boursiers, vous avez d'assez importantes inégalités de réussite au concours. J'ai mis l'accès aux écoles les plus prestigieuses et de mémoire moitié moindre si vous êtes boursier que non boursier. Donc on est dans un cas de figure où on se centre sur une population très homogène. Les boursiers sont sursélectionnés de ces sursélectionnés en plus, donc ça c'est encore quelque chose dont on ne tient pas forcément compte là. Et néanmoins, à l'issue de ces 2 années de préparation, les résultats au concours sont largement différents. Là, je vous ai mis 2 indicateurs. En moyenne, si vous prenez 100 candidats au concours, dans mon lycée, les boursiers finissent 25e sur 100, mais les non-boursiers vont finir 10 ou 15e sur 100. Il y a un écart comme ça qui se crée donc au fil de la prépa. Et ma question, c'est, je sais aussi, vous allez le voir, c'est que les boursiers sont en moyenne plus rapidement en difficulté en première année, vont moins souvent en classe étoile. Donc ma question, c'est fondamentalement ici, est-ce que ce système de classe de niveau qui structure les scolarités de classe étoile est en lui-même quelque chose qui crée cette inégalité qu'on voit à la fin entre boursiers et non-boursiers? Bon, là, c'est les caractéristiques des élèves. Alors, très, très vite, j'ai pas ultra le temps. Donc, c'est un lycée... voilà, c'est des lycées... Alors, c'est en anglais, je m'excuse. Hein, j'ai récupéré des tableaux d'un document qui est écrit en anglais. Donc, c'est une classe prépa de haut niveau typique. Hein. Vous avez 84% des gens qui ont une mention très bien au bac. Vous avez des scores... alors là, l'unité de mesure des résultats au bac, c'est en écart type, hein, donc par rapport à 0, c'est la moyenne des bacheliers, donc ils ont 1,6 écart type, leurs notes sont 1,6 écart type, ça doit faire 3 ou 4 points ou 5 points de plus élevés que la moyenne, c'est vrai en maths. On dit souvent que les résultats au bac prédisent pas tellement, en fait si, ça prédit, moi avec les scores au bac, je prédis assez clairement les résultats au concours, hein, donc voilà, on entend souvent dire les résultats au bac veulent plus rien dire, en fait... dans un simple exercice de prédiction, les gars qui ont 19, qui entrent dans ce lycée avec des 19 en maths, ou 20 généralement d'ailleurs, voilà, ça ont en général le meilleur résultat que ceux qui ont 17 ou 16 ou 15, c'est clair. Donc il y a énormément de personnes qui sont en avance, hein, qui sont entrées à l'âge, qui ont passé leur bac avant 18 ans. Vous avez 33% d'élèves en avance, donc voilà, il y a très peu de filles, hein, 23% de filles, c'est-à-dire à peu près 2 fois moins que d'élèves de filles dans les classes de terminale. Elles sont pourtant parmi les meilleurs élèves. Il y a 15% de boursiers. Il y a aussi pas mal de... Alors, un avantage des classes prépa que j'ai pas dit, c'est qu'il y a un accès à des contrairement à beaucoup d'autres pays, il y a un accès à des internats, voilà, excusez-moi, des internats, et c'est une expérience assez forte aussi, les internats, et c'est profitable pour les élèves. Donc là, le big truc de nos cohortes d'élèves, donc voilà, à gauche, vous avez nos petits élèves de sup qui arrivent, là, ils sont 250 à peu près.
Puis après, il y en a 5%, une petite minorité qui va en bas, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller au bout de leur sup, ils vont abandonner rapidement en début d'année, c'est pas pour eux, ils vont aller dans une autre type de truc. Et puis pour les autres, hein, les 95% restants, bah, une moitié, 47% va aller dans des classes étoilées, 47% va pas aller dans une classe étoilée. Je vous passe sur les détails étoilés, pas étoilés, parce que je compte comme étoilé vraiment rester dans la classe étoilée du lycée, hein. Plus il y a une petite poignée qui va dans une autre type de classe étoilée qui est possible pour les MPSI et qui est à leur portée à eux pour les meilleurs d'entre eux. Et après, bon, bah, les chiffres que vous pouvez regarder, c'est qu'en étoilé, 72... Alors, à droite, j'ai mis les résultats possibles au concours. Hein. Donc, au concours, vous avez, dans l'imaginaire des topins, hein, c'est comme ça qu'on appelle les élèves de classe prépa, vous avez les écoles les plus prestigieuses, hein, Polytechnique, l'ENS, toutes les formes de NS, Centrale Supélec aujourd'hui, Mines de Paris, etc., les principales grandes écoles du concours Mines-Pont. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le groupe 1, A+, comme vous voulez. C'est à peu près les 15%, ceux qui réussissent le mieux au concours. Hein, si vous faites un classement général des résultats au concours, là, ce que j'appelle le tier 1, c'est ceux qui finissent dans le top 15% des concours. Vous avez en dessous un deuxième rideau qui consiste ces mêmes écoles, un peu mais déclinées en province, hein, les centrales qui sont installées dans les villes de province, les écoles des mines qui sont installées dans les écoles de province, et puis vous avez des écoles qui, en tout cas pour la classe prépa dont je parle, sont considérées un petit peu comme des classes, des échecs, quoi, tout le reste des grandes écoles, c'est-à-dire plus d'une centaine de grandes écoles d'ingénieurs. Voilà comment ça se passe, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que si vous regardez nos étoilés, 72% finissent dans le top 15%, dans le niveau 1, et seulement 8% va aller dans le niveau 2. Tandis que si vous regardez ceux qui vont en non étoilé, le pourcentage de ceux qui vont dans le groupe 1, là c'est la flèche qui monte de leur truc, c'est 16% seulement. Donc on passe d'un taux de 72% d'admission dans le groupe 1 à un taux de 16% d'admission dans le groupe 1 quand vous êtes en classe MP. Donc si je reformule ma question de départ, c'est est-ce que ce différentiel massif 72 à 16, c'est un truc qui est causal, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui est produit par le fait que je vais aller dans une classe où l'émulation est plus forte, où l'orientation générale, l'éthos général est vraiment de réussir le truc, ou est-ce que, et inversement, le produit aussi du fait que quand vous n'êtes pas admis en étoilé, il y a éventuellement de la déception, éventuellement de la démobilisation. Est-ce que c'est vraiment un effet causal de cette institution, ou est-ce que c'est juste que, en étoilé, j'ai pris ceux qui étaient les meilleurs, et donc ce 72 versus 16 ne fait que refléter des différences d'aptitude au concours qui ont été repérées dès la première année, et qui n'ont fait que finalement être amplifiés comme ça. Quand on interroge ex ante les responsables de classe prépa, il y en a peut-être dans cette salle, moi ceux que j'ai interrogés, ex ante, ils ne savent pas trop, hein, c'est-à-dire on sait pas à cette question, on ne sait pas très bien, parce que en fait on ne sait pas quoi, c'est-à-dire est-ce que c'est bien pour un élève qui a la marge d'aller dans une super classe, mais où il sera dans les derniers, où il ramera, ou je ne sais pas quoi, est-ce que c'est pas mieux de rester dans une classe non étoilée, où il sera dans les leaders de la classe, avec de la self-esteem et tout ça. Et donc il y a des arguments dans les deux sens, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un effet causal ou pas d'aller dans une classe super forte, c'est loin d'être évident ex ante. Donc c'est à ça qu'on va essayer de répondre. Donc les questions, c'est l'admission en classe étoilée est-elle en elle-même une source de réussite au concours, ou est-ce que ce qu'on observe là, les énormes différences, c'est juste de l'effet de sélection, hein, comme disent les économètres. Et le cas échéant, si c'est un effet causal, alors ma réponse, oui, c'est un effet causal. Vous allez voir, on a des éléments assez probants dans ce sens. Dans quelle mesure ça contribue ou pas aux inégalités importantes dont je parlais au début entre boursiers et non boursiers. Donc est-ce que là, cet élément de fonctionnement intrinsèque aux classes prépa est en lui-même une source d'inégalité sociale telle qu'elle se crée au sein des classes prépa, et est-ce que ces résultats se généralisent à d'autres prépas? On a des éléments dans ce sens-là, à partir de données moins extraordinaires que les données dont on dispose pour ce lycée particulier-là, mais vous verrez assez... Donc, je n'ai pas énormément de temps, je vais aller assez vite.
Donc le premier truc, c'est de vérifier que ça se passe comme ça, c'est-à-dire que l'institution fonctionne bien comme elle se présente. Donc là, ce que j'ai mis en axe des X, c'est les classements. Alors c'est standard, la référence, c'est le milieu de la classe, hein, c'est le niveau médian de la classe, de ceux qui sont là présents en fin d'année, c'est le 0. Et après, c'est quel est votre rang par rapport à ce milieu de la classe. Donc si 5, ça veut dire que vous êtes 5 rangs à la fin de la sup, au-dessus, vous êtes classé 5 rangs au-dessus du milieu de la classe, et moins 5, c'est si vous êtes classé 5 rangs en dessous du milieu de la classe. Donc là, ce que montre ce graphique, c'est conformément à ce à quoi, ce qui est perçu, ce qui est annoncé, c'est que la décision de passer ou non en classe étoilée se joue bien à la médiane des niveaux de maths sup. C'est vraiment, c'est pas fuzzy, c'est voilà, c'est juste pour le coup même transparent, relativement méritocratique. Il y a le classement général DDS de l'année qui fait en grande partie la loi. Si vous êtes en dessous de la médiane, vous n'allez pas en classe étoilée. Si vous êtes au-dessus de la médiane, vos chances d'aller en étoilée montent tout de suite très très haut. Alors après, c'est pas 0,1, mais c'est quand même très, très marqué. Il y a une différence de l'ordre de 70, 60 points de probabilité entre juste en dessous et juste en dessous. Donc on a ce truc-là. Qu'est-ce que font les économètres? Ça s'appelle une regression discontinuity. Donc on a à cet endroit particulier de la distribution des élèves, on a ce choc, c'est-à-dire un facteur qui va être distribué de manière très très inégale entre ceux qui sont à gauche et ceux qui sont à droite. Si ce facteur a un effet causal, on va voir une discontinuité à cet endroit-là particulier dans les résultats au concours. Si c'est juste un effet de sélection, je vais juste rien voir du tout. C'est-à-dire que cette discontinuité d'accès à cette ressource particulière qu'est la classe étoile ne va pas générer particulièrement de discontinuité dans les résultats au concours. Donc alors comment, juste très vite une parenthèse sur toutes les façons qu'on a. Alors comment on mesure les résultats au concours? On a été relativement, on a testé plein. Il y a une par exemple qui est une espèce de mesure continue. Donc il y a une forme de hiérarchie des écoles qui a des overlaps, qui n'est pas complètement inscrite dans le marbre, mais que vous retrouvez dans à peu près toutes les façons qu'ont les lycées de se représenter les débouchés pour leurs élèves, quand vous regardez comment ils présentent leurs résultats. Donc vous avez une hiérarchie assez claire, et nous, ce qu'on a fait, une des mesures, parce qu'on a d'autres mesures, une mesure qu'on peut faire par exemple, c'est de compter le nombre d'élèves qui sont admis dans ces élèves ainsi, dont le rang, je ne vais pas toutes les passer en détail, dont le rang est ainsi détaillé, et ça vous donne, si vous êtes admis à Polytechnique ou à l'ENS Paris, ça veut dire que vous êtes en moyenne parmi les 1,8... Ça représente 3% des places qui sont offertes à ces gens-là, à ces élèves-là, et donc vous êtes dans le 1,5 en moyenne, au niveau 1,5 pourcentile sur 100 élèves, votre résultat vous situe à la place 1,5. Après, si vous prenez les écoles généralement... constitue généralement juste en dessous, voilà, le même calcul vous situe au niveau 5 sur 100 dans la hiérarchie des résultats au concours. Juste en dessous, ça vous fait 10%, 13%. Et puis vous voyez, tous ces 4 premières lignes, c'est ce que nous, on appelle, et ce qui est assez conforme à la façon dont sont représentés les résultats aux grandes écoles, et le groupe 1, et ça fait environ un peu moins de 15% des candidats. Donc on a une mesure continue, on a une mesure discontinue, on peut regarder ici. Donc je vous rappelle, on a cette forte discontinuité d'accès en classe prépa juste à cet endroit-là. On peut vérifier qu'à cet endroit de la distribution des élèves, les origines sociales, le genre des élèves, rien ne change, quoi. Tout est complètement flat. Donc ce qu'on espère bien, c'est si on observe une discontinuité dans les résultats, ça sera quand même le candidat le plus crédible, c'est que l'accès en étoile lui-même a un effet. Donc là, ce que je plotte, c'est ce que je représente sur ce graphe, c'est exactement le même axe, c'est exactement les mêmes étudiants, c'est exactement le zéro de mon axe des X, c'est toujours la médiane des résultats en fin de mathématiques supérieures, mais cette fois, c'est plus l'accès en classe étoile que je représente avec l'axe des Y, mais c'est ici l'accès à ces écoles du groupe 1, celles qui rassemblent 13% des meilleurs candidats. Et ce que vous voyez, là, de nouveau, une discontinuité extrêmement forte au même seuil d'admission en classe étoile.
C'est-à-dire que vous prenez les gens qui étaient juste en dessous versus ceux qui étaient juste en dessus. A priori, il n'y a pas de raison qu'ils soient fondamentalement différents. Leurs dossiers sont identiques. Ils ont été là dans les mêmes sup, etc., mêmes profs et tout. Et on voit une discontinuité très forte de résultats au concours de l'ordre de 40-50 points à l'issue de leur scolarité en classe prépa. Si je prends une autre mesure qui est la mesure, le percentile dans la distribution des résultats au concours, vous avez aussi une discontinuité très nette. Quand vous êtes... alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans un lycée néanmoins assez particulier, c'est-à-dire que ça ne passe pas de 0 à 1, c'est-à-dire dans les classes non étoiles de cet établissement particulier ont des résultats excellents à l'aune nationale. Mais voilà, c'est pas... si vous prenez l'autre mesure plus continue, c'est-à-dire quel est mon rang dans la hiérarchie des élèves, si vous êtes à gauche de l'accès en classe étoile, votre rang, ça va être 25e sur 100 dans la hiérarchie des candidats au concours. Si vous êtes admis en classe étoile, ça va être entre 5 et 10 sur 100 dans la hiérarchie au concours. Et c'est quand même l'endroit de la distribution des résultats au concours qui fait une assez grande différence, en tout cas dans l'esprit des topins et des observateurs. Donc après, ce qu'on peut faire, ce que je ne vais pas faire, je ne vais pas rentrer dans un détail économétrique, mais fondamentalement, que font les économètres, c'est-à-dire pour retrouver quel est l'impact... Là, je ne vous ai pas encore vraiment parlé de l'impact d'aller en classe étoile sur vos résultats au concours. Je vous ai montré l'impact d'être du bon côté versus le mauvais côté sur l'accès en classe étoile, et l'impact d'être du bon côté plutôt que du mauvais côté sur les résultats au concours. Pour reconstituer quel est l'impact d'aller en classe étoile sur les résultats au concours, il faut fondamentalement que je fasse le rapport entre les deux discontinuités que je viens de montrer. Et quand on fait ce rapport de manière sérieuse, statistiquement sérieuse, on obtient des effets propres de l'accès en classe étoile qui sont assez considérables. En soi-même, dans ce lycée, l'accès au groupe 1 augmente de 70 points de pourcentage si les hasards des classements de sup vous mettent du bon côté de la barre plutôt que du mauvais. Probabilité d'accès au top, ça c'est un critère que je n'ai pas détaillé encore. On a les détails des résultats au concours Minpon, c'est assez intéressant. On a vraiment les classements là pour le coup. Et on peut savoir qui finit dans le top 10% du concours Minpon, c'est-à-dire dans les 400, 500 premiers par exemple. On pourrait faire les 1000 premiers, qui est un autre seuil important dans ce concours. Vous avez 50 points de pourcentage de variation entre des élèves. Voilà, c'est juste l'institution qui les... Et en gros, ça fait 25 places dans une hiérarchie de 0 à 100, dans la hiérarchie au concours, ce dont je suis en train de parler. Alors, un truc qu'on a fait, évidemment, c'est que comment cette approche un peu sophistiquée de cette estimation sophistiquée des effets causaux de l'accès en classe étoile se compare avec une approche naïve. L'approche naïve, en gros, c'est celle que je vous ai montrée au début. On regarde le taux d'accès des classes étoiles versus le taux d'accès des classes pas étoiles. On compare et on attribue tout ça aux classes étoiles. Ce qui ex ante, peut paraître problématique, parce qu'il y a un tel effet de sélection dans les classes étoiles qu'on se dit... Mais en fait, les effets causaux sont plutôt plus importants que les effets naïfs qu'on fait, et en tout cas, ils ne sont pas plus faibles. Donc, ce que ça valide, c'est un petit peu l'histoire que je vous racontais au début, c'est-à-dire qu'en fait, les élèves qui vont avoir un petit avantage pour aller en étoile, c'est-à-dire s'ils sont parmi eux, pas que, mais c'est des gens surpréparés avant d'arriver en prépa, donc ils ont cet avantage qui va surtout être fort au début, qui va un peu s'étioler au fil de l'année, mais qui va faire en sorte que leurs probabilités d'aller en étoile sont plus élevées. C'est en réalité des élèves qui n'ont pas tant de potentiel que ça de réussite au concours. Ce n'est pas les meilleurs élèves au vu de ce qu'on réclame ensuite au concours. Il y a un peu d'antisélection par les classes étoiles. C'est ça qui explique le fait que l'effet causal soit plus fort que l'effet naïf. Alors maintenant, la dernière question, qui était un peu la motivation fondamentale de tout ça, c'est les boursiers vont moins en classe étoile. Comment est-ce que, assez nettement moins, est-ce que cet effet propre des classes étoiles dont ils bénéficient moins, du coup, est un facteur explicatif, et dans quelle mesure de leur moindre réussite au concours, y compris quand on se centre sur une institution très particulière. Donc là, cet exercice d'évaluation est résumé par ce tableau. Donc c'est un tableau, vous voyez, il y a
il y a 3 colonnes, une colonne pour les non-boursiers, une colonne pour les boursiers, et une colonne de différence entre les deux. Là, j'ai mis la première ligne, c'est qui compare, je pourrais en mettre d'autres, hein, des éléments de comparatif de leur dossier d'admission. Là, par exemple, j'ai juste comparé leur moyenne au bac. Donc là, toujours en termes de standard deviation au-dessus du moyenne qui serait à 0. Donc vraiment, leurs dossiers sont très similaires. Ils ont les mêmes moyennes au bac, même moyenne en maths, même moyenne en physique, même moyenne en tout ce que vous voulez. Donc en tout cas, de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence marquante entre... Ça veut dire là aussi de nouveau que c'est très... qu'il n'y a pas tant de discrimination positive que ça, sans doute, quand les gens examinent les dossiers. Hein, c'est un examen de dossier. C'est assez méritocratique. En tout cas, on ne voit rien de flagrant. On n'a pas spécialement poussé des gens boursiers pour être admis. L'exigence a l'air d'être à peu près la même. Mais néanmoins, end of first year ranking, c'est-à-dire à la fin de la première année, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une différence très nette de résultats. En moyenne, les gens qui sont non boursiers finissent 48e sur 100. Hein. Si on prend 100 élèves de sup, eux, ils vont finir au rang 48. Ou les classes de sup font 50 élèves, donc ils vont finir 24e, quoi, disons. Et tandis que les boursiers, eux, alors que leurs dossiers sont a priori les mêmes, ils finissent 33e sur 50, 66e sur 100. Donc il y a une différence très significative, hein, qu'on peut vraiment, qui est vraiment claire entre de quasiment 10 rangs, entre, ce qui est énorme, en fin de sup. Et donc, résultat, un taux d'accès en classe étoile, hein, troisième ligne, qui est quasiment 2 fois moindre si vous êtes boursier. 27% des boursiers vont en classe étoile contre 50% des 50%, oui, parce qu'ils sont majoritaires, donc on retrouve le taux de 50% des non-boursiers. Donc après, si vous regardez l'avant-dernière ligne qui n'est pas en italique, la GE Selectivity Level, c'est notre mesure continue de leurs résultats au concours. Les non-boursiers finissent, c'est une super prépa, il faut garder ça en tête, ils finissent 16e sur 100, les non-boursiers ils finissent 26e sur 100. Donc il y a 10 rangs d'écart, 10 rangs de pourcentile d'écart. Et quand on contrôle, c'est-à-dire quand on neutralise l'effet qu'on a estimé de l'accès en classe étoile, cet écart de 9 pourcentiles tombe à moins de 4 pourcentiles. C'est-à-dire l'écart de 9,8 devient 3,8, il est même plus significatif, on ne sait plus trop certainement s'il est vraiment différent de 0. En tout cas, si on le considère comme tel, on diminue de plus de moitié l'écart de résultats au concours entre boursiers et non-boursiers en neutralisant, en considérant le contrefactuel qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas de classe de niveau dans ces institutions. Voilà. Donc, je n'ai pas parlé des inégalités filles-garçons qui sont aussi un aspect important des classes prépa. Il y a peu de filles dans les classes prépa scientifiques. À l'époque d'Elisabeth Borne, il devait y avoir à l'X, je ne sais pas, 20 sur 350. Donc c'est des taux extrêmement faibles. À l'ES Math, on doit rester à 15%, 20% max. Hein. Alors qu'au lycée, elles ne sont pas spécialement en retard. Donc il y a vraiment de grosses inégalités. Et quand on fait cet exercice, c'est-à-dire que, en fait, elles vont à peu près, elles sont sursélectionnées, elles aussi, hein, celles qui vont dans ces classes prépa, elles sont issues de milieux sociaux très particuliers, etc. Elles vont pas, c'est pas facile, il y a pas, contrairement aux boursiers, on voit pas de choc de prépa, elles sont d'origine sociale plus élevée, hein, en moyenne, et donc elles sont mieux préparées, et il n'y a pas de différentiel d'accès en classe étoile entre filles et garçons. C'est pas un facteur qui va expliquer les inégalités de réussite au concours des filles et des garçons, qui existent. Hein. Je les ai pas documentés, mais c'est de l'ordre de l'accès au top 15%. Il doit y avoir 8 points d'écart entre filles et garçons, y compris dans ce lycée. En revanche, il y a quelque chose dont je n'ai pas le temps de vraiment beaucoup parler, qui est l'institution du redoublement, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas satisfait avec vos... là, tout ce dont j'ai parlé incluait l'effet du redoublement. C'était vraiment, quand je parlais de résultats au concours, c'était à la fin de votre scolarité de classe prépa. C'était vraiment le truc final. Quand on s'intéresse aux trajectoires vraiment à l'intérieur des classes prépa, vous avez des gens qui à l'issue de la deuxième année, ont un résultat qui est éventuellement pas mauvais, quoi,
mais qui vont redoubler. Ils ont, tant pis, c'est dur, tout ça, mais on refait une année et on essaie de faire mieux. Il n'y a pas tant de données que ça sur ce truc. Nous, on a récupéré toutes les données du concours Minpon sur plusieurs années. Et ce qu'on montre là très nettement, c'est redoubler, ça a un impact très positif sur vos résultats en troisième année. C'est un peu su, mais là, c'est très rare que... donc c'est vraiment... il y a un danger. Alors effectivement, le risque, hein, même si le risque ne se réalise jamais, les gens qui ont peur du risque ne vont pas le prendre. Hein. Donc c'est pas parce qu'il y a le risque d'échouer ne se réalise quasi jamais que la présence du risque potentiel n'a pas d'effet. Mais voilà, il y a très peu de risques. Ça fait, je sais pas, dans un concours comme le concours Minpon, avec les bonus et tout ça, même en prenant en compte les bonus associés aux premiers participants au concours, voilà, vous avez un écart de, je dirais, de mémoire 400 rangs, quoi. Vous gagnez 400 rangs entre votre première et deuxième participation en moyenne, sachant que ça vous fait passer d'écoles en province considérées comme... et puis vous aussi, il y a aussi le premier effet qui est vous n'êtes pas admissible et vous devenez admissible. Cette probabilité d'admissibilité aussi pour commencer augmente beaucoup. Donc ça a des effets importants. Et une des réalités qu'on a découvertes, en tout cas que moi j'ai découvertes, c'est que les filles redoublent beaucoup moins que les garçons dans cet univers-là. Alors voilà, par exemple, là je vous mets à résultat au concours de première année donné. Donc là, en abscisse, vous avez les résultats possibles en première année, à votre première participation au concours Minpon. Donc à gauche, Most Selective Grandes Écoles, ça veut dire l'école des mines de Paris. Après, vous avez les ponts et chaussées, Télécom, Techniques avancées, NSAE, mine de Nancy, mine de Saint-Étienne, Télécom, j'ai dû en oublier une parce que Télécom, il y en a deux, hein, il y a Nice aussi. Puis vous finissez, à l'époque en tout cas, maintenant c'est en train de changer cette hiérarchie, mais à l'époque c'était Télécom Bretagne. Et puis après, le dernier résultat possible, vous n'êtes pas admissible, hein, vous n'êtes pas dans les 1500 premiers du concours. Et ben en rouge, je vous ai mis pour chaque résultat de première année le taux de redoublement des filles en bleu et le taux de redoublement des garçons en rouge. Et vous voyez qu'à résultat donné, les filles redoublent moins, persistent moins dans le système, et notamment en bas. Et sachant l'énorme impact qu'a sur vos résultats, alors si j'étais un tout petit peu précis, c'est les garçons issus de milieux favorisés, les non-boursiers en tout cas, qui redoublent beaucoup. Les boursiers, les garçons boursiers ne redoublent pas spécialement plus que les filles. Donc la courbe rouge est essentiellement tirée par les garçons non-boursiers. Les garçons non-boursiers, peut-être parce qu'il y a plus d'attentes, peut-être aussi parce que c'est pour eux un univers moins coûteux psychologiquement. Alors là, il y a toute une littérature qui se développe sur le rapport aux univers concurrentiels, compétitifs, comme peut être les classes prépa. Un rapport assez différent aujourd'hui, dans les sociétés d'aujourd'hui, que les filles et les garçons entretiennent là-dessus, et donc avec ces environnements, avec donc une moindre persistance des filles dans ces environnements. Et là, on en voit la traduction concrète. Il y a aussi un autre facteur que je vais finir là-dessus, que je trouve assez intéressant, c'est que les filles semblent moins attachées à ces hiérarchies entre écoles. Pourquoi je dis ça ? Là, c'est des graphiques qui vont vous montrer séparément pour les filles et les garçons ce qui se passe autour des seuils d'admission aux écoles du concours Minpon. Donc là, 0, c'est juste la barre d'admission moyenne, je les ai toutes mises ensemble, pardon, des 9 écoles, des 9 ou 10 écoles du concours Minpon. Donc si vous êtes à plus 2, ça veut dire que vous êtes 2 rangs au-dessus, vous êtes quelqu'un qui est tombé 2 rangs au-dessus du seuil d'admission dans une école. Et si vous êtes à moins 2, c'est le seuil d'admission aux ponts et chaussées, c'était 500 et vous êtes 502. Quoi. Vous êtes dans les... Alors, quand vous considérez les filles, il n'y a quasiment pas de... Le fait d'échouer de justesse n'est pas un facteur qui les fait... donc, de passer d'un niveau N à un niveau N plus 1 dans la hiérarchie des écoles, c'est quelque chose qui ne les fait pas changer, qui ne les incite pas particulièrement à redoubler. Quand vous faites la même chose sur les garçons, et si je faisais le truc sur les garçons non boursiers, ça serait encore plus net, le simple truc d'être 502e plutôt que 498e et donc d'être dans l'école rangée K plutôt que dans l'école rangée K plus 1, ça fait un shift de redoublement
Et quand on les cumule, ces shifts de redoublement, on arrive à expliquer pas mal de du différentiel de redoublement que je vous montrerai après. Donc il y a aussi ce rapport différent qu'ont les filles et les garçons à cette réussite au concours, avec les garçons beaucoup plus attentifs à des petites différences dans la hiérarchie des résultats possibles, et les filles beaucoup plus larges dans leur choix et dans leur façon de voir ces hiérarchies. Merci beaucoup.